Bonsoir à tous et bienvenue. Pardon pour ces quelques minutes de retard. Il est 20h30 passé de quelques minutes pour ce grand débat, ce grand live de Mediapart avec Edoui Plenel qui est à mes côtés. Ce débat, on l'a intitulé Gauche réformiste, la fin de l'histoire. Et évidemment, Point d'interrogation. J'allais le dire, Edoui. On a placé un point d'interrogation après la fin de l'histoire. Mais c'est vrai que le thème du silence des intellectuels est un vieux thème, d'ailleurs, de la gauche au pouvoir. On se souvient que même dans les années 80, déjà, il avait été agité, ce silence des intellectuels. Là, ça vient de revenir, mais pas seulement par la gauche au pouvoir, mais aussi par des citoyens inquiets qui sont plongés dans un état de quasi-sidération devant l'état de la démocratie dans ce pays et qui peuvent se demander pourquoi des instances intellectuelles, justement, ne prennent pas la parole en disant « mais que s'est-il passé? Qu'est-il en train de nous arriver ?» Et c'est pour ça que nous vous avons invité. Bonsoir, Pierre-Rosan Vallon. Je vous présente rapidement, vous êtes sociologue, vous êtes historien, vous êtes professeur au Collège de France, vous avez publié de nombreux ouvrages dans lesquels vous travaillez souvent les notions issues de la Révolution française, la nation, la démocratie, mais aussi l'État-providence, ses limites, mais aussi peut-être sa grandeur. Un de vos derniers ouvrages, qui est de 2011, qui a été édité en poche, s'intitule « La société des égaux ». Et on sait que ce thème de l'égalité traverse encore la société française aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé de nous rejoindre pour discuter justement de l'état de cette gauche réformiste qui se pose elle-même comme réformiste et qui a l'air de traverser une crise terrible, crise de la gauche réformiste, crise de la social-démocratie. Donc nous allons vous interpeller, vous interroger avec Edoui Plenel, mais aussi il y a des gens qui vont nous rejoindre. Ils seront deux. D'abord, il y a Édouard Martin, qui a longtemps fait partie du même syndicat que vous, puisque vous avez été longtemps membre de la CFDT. Lui, on s'en souvient, Édouard Martin, maintenant il est député européen, sous les couleurs du Parti Socialiste, mais il a été le leader CFDT de Florange, et il sera là, assis tout à l'heure, en face de vous, pour vous interpeller justement sur aussi l'état des luttes. Et puis il y aura une historienne, comme vous, elle s'appelle Sophie Vanish, elle est spécialiste de la Révolution française, et nous pensons qu'elle a quelques différences, disons, de point de vue sur la Révolution française elle-même, mais aussi sur son legs intellectuel et dans la société française. C'est pour toutes ces raisons que vous êtes avec nous ce soir, et aussi parce que c'est important, vous avez une activité d'éditeur qui est importante au Seuil, et votre dernière initiative, c'était une initiative qui concerne Mediapart, qui est un journal en ligne, qui est passé au numérique, puisque c'est un site internet, Raconter la vie.fr, et c'est aussi une collection papier. Donc je montre votre profession de foi, le Parlement des Invisibles, et je crois qu'il y a une dizaine de titres qui ont déjà été... Une quinzaine de titres qui ont déjà été publiés. Cette initiative consistait à donner la parole, à redonner la parole à ceux qui ne la prennent pas, souvent, parce qu'ils ne se croient pas autorisés à la prendre, et aussi parce que les médias, dont nous faisons partie, ne la leur donnent pas à eux, forcément, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas aptes à la prendre. Donc on parlera aussi, évidemment, de cette collection au Seuil. Et puis il y a un contexte politique, un contexte même législatif, puisqu'il y a une loi sur le renseignement qui est en train d'être adoptée, elle le sera sans doute au Parlement, à l'Assemblée nationale, et c'est aussi dans ce contexte politique et législatif qu'on vous reçoit ce soir, Pierre-Rosan Vallon. Edoui. Oui, Pierre-Rosan Vallon, bonsoir. On voulait commencer par, comme on dit, cette question d'actualité, puisqu'on va parler de cette gauche gouvernante qui peut décevoir, qui peut ne pas être au rendez-vous de sa promesse ou de son histoire ou de ses engagements vis-à-vis des électeurs. Mais en général, cette gauche, sauf dans un grand moment de crise, pourrait-on dire, comme la guerre d'Algérie, est au minimum au rendez-vous de la question des libertés, de la question de ces réformes de principe sur les libertés et les droits, même si elle peut décevoir sur le terrain économique et social. Or, que se passe-t-il actuellement
et qui nous stupéfie quelque part, avec y compris une surenchère au sein même des parlementaires socialistes. C'est cette loi sur le renseignement qui vient après une énième loi sur le terrorisme qui déjà avait criminalisé certaines opinions. Et cette loi sur le renseignement, je le résume pour que chacun le comprenne, c'est très bien expliqué sur Mediapart, il y a un dossier qui explique ça. Ce n'est pas une question technique qui ne concernerait que les geeks et les connaisseurs d'Internet ou du numérique. C'est une loi qui, d'abord, étend les possibilités de surveillance pour les services de renseignement, hors contrôle judiciaire, mais surtout étend le champ de leur mission. Normalement, les services de renseignement, c'est face à des menées ennemies, dangereuses, qui menacent l'intégrité. Or là, il y a deux extensions. L'une, c'est la promotion de la politique étrangère de la France, de ses intérêts nationaux. Mediapart a été le seul journal et dans l'espace public à prendre position contre l'intervention en Libye. Même Jean-Luc Mélenchon l'avait approuvé à l'époque. Nous étions à contre-courant de cette politique étrangère. Nous pourrions être une cible. Et puis l'autre aspect, c'est l'extension à la surveillance en général des violences. Et vous qui connaissez l'histoire du mouvement social, même les droits de grève, etc., sont nés souvent de cette bataille qui parfois, on en parlera probablement avec Édouard Martin, les ouvriers parfois, ils n'ont pas d'autre façon de faire que de faire un rapport de force. Et donc cette extension des violences est une extension de toute dissidence, et qui peut concerner, y compris ce qui s'exprime dans le club de Mediapart. Et donc nous sommes sidérés par ce qui est pour nous un attentat aux libertés. Et comme nous y reviendrons, nous savons que c'est un fil conducteur de vos travaux, on aurait aimé d'abord commencer par votre réaction là-dessus. Ma réaction, elle est comme celle de beaucoup d'observateurs, d'être tout de même étonné et inquiété. Étonné par des formes d'impréparation qu'il y a eu dans cette question. Cette loi, hélas, comme beaucoup de lois aujourd'hui, a été très mal préparée, elle est très mal écrite, on voit qu'il y a des essais de réécriture, mais de façon un petit peu bâclée, et au fond, il n'y a aucune colonne vertébrale véritable derrière. Le seul principe qui semble l'avoir guidée, c'est le principe « allons-y en avant », en général. Il y a besoin de sécuritaire, faisons du sécuritaire. Et effectivement, cette loi mêle des choses qui ne devraient pas être mêlées. On ne peut pas confondre la question du terrorisme avec la question, je dirais, de l'action sociale. On ne peut pas confondre la question du terrorisme avec l'ensemble des problèmes qui sont internes, en quelque sorte, au débat, aux différends à l'intérieur de la société. Donc il y a une dimension de confusion très grande dans cette loi. Mais derrière cette confusion, c'est la preuve de deux choses. C'est d'abord la preuve d'un manque de colonne vertébrale, c'est-à-dire que des mesures d'exception, il y a besoin d'exceptions dans des situations exceptionnelles. Mais depuis que les Romains avaient inventé la dictature, et je rappelle qu'au temps de la Rome républicaine, la dictature, c'était une institution profondément démocratique qui essayait de constitutionnaliser l'exceptionnel. Et provisoire. Et provisoire. Mais que voulait dire la dictature ? Il y avait des principes fondamentaux. Premièrement, ceux qui déclaraient l'état d'urgence n'étaient pas ceux qui avaient à le gérer. Deuxièmement, ceux qui géraient cet état d'urgence, qui avait le nom de dictateur, n'avaient pas le droit de prendre des règles générales. Ils n'avaient pas le droit de faire des lois. Ils ne faisaient que de la gestion de l'événement et des questions ponctuelles. Et deuxièmement, ils étaient à temps extrêmement limité. Et troisièmement, très important, il y avait des personnes chargées de les surveiller et de contrôler. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que dans la démocratie, il y a une sorte de déséquilibre entre la capacité d'intervention des pouvoirs en général et la faiblesse des contre-pouvoirs. Si on parle simplement des problèmes de la transparence, puisque au fond, que veut ce projet ? C'est rendre la société transparente au pouvoir, par l'écoute généralisée, ce qu'on appelle le data mining. Si on connaît absolument tout sur tout le monde, on finira bien par savoir quelques petites choses sur quelques-uns. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée qui techniquement, d'ailleurs, est très discutée. Et qui était très discutée parce que c'était une politique des Américains qui est loin d'avoir porté les fruits qu'on attendait.
Mais aujourd'hui, on voit bien que la transparence fonctionne à sens unique. La transparence commerciale, oui. Chacun de nos gestes, de nos clics sur Internet est surveillé par Google et quelques autres pour nous vendre de la publicité spécialisée. L'État se donne maintenant, ou voudrait se donner, les moyens de tout savoir sur chacun, mais les citoyens, eux, ne savent pas assez de choses sur l'État et son fonctionnement. Et je pense qu'un des grands objectifs de l'action démocratique aujourd'hui, c'est de renverser en quelque sorte la vapeur du point de vue de la transparence, de la lisibilité et de la visibilité du monde. Et c'est les citoyens qui doivent avoir en face d'eux des politiques plus lisibles, plus compréhensibles, un État lui-même plus transparent. Donc il faut rétablir en quelque sorte ce déséquilibre de la transparence. Aujourd'hui, c'est les puissances commerciales et, si je puis dire, un certain nombre de projets sécuritaires qui ont le vent en poupe du point de vue, c'est eux qui sont les maîtres de la transparence. C'est les citoyens qui devraient être les maîtres de la transparence. Il y a ce point-là. Et puis le deuxième point, c'est que ça nous montre à quel point aussi il faut repenser les institutions de la démocratie. La démocratie ne peut pas simplement être le fait que l'on donne un permis de gouverner à un certain nombre de personnes. La démocratie, c'est aussi voir comment la décision quotidienne, voir comment l'action gouvernante est démocratique. Nous avons ce que j'appellerais une démocratie d'autorisation, et le vote, c'est le moment de la démocratie d'autorisation, donner un permis de gouverner à un certain nombre de personnes, mais nous n'avons pas encore assez construit les institutions de ce que j'appellerais une démocratie d'exercice. Et le dernier point, c'est que, je le mentionnais rapidement, en parlant d'un mouvement qui se définit comme « allons en avant », c'est le fait de ne plus avoir d'objectif qui fait que, d'un certain point de vue, la vieille définition de Bernstein, le mouvement est tout, le but n'est rien, triomphe, mais elle triomphe de façon paradoxalement inquiétante, si je puis dire. Alors que du temps de Bernstein, elle définissait, au contraire, une volonté réformatrice, simple et positive. Figure de la social-démocratie allemande. De la social-démocratie allemande, exactement. Parce que, juste pour terminer sur ce sujet, l'un de vos livres que j'ai là, La démocratie inachevée, est un livre sur justement cette idée que la démocratie, c'est pas simplement élire des représentants, et c'est un thème qui traverse toute votre œuvre, c'est une démocratie délibérative, c'est une relation avec la société, c'est pas simplement des professionnels qui gouvernent à sa place. Ce qui est stupéfiant aussi dans la mise en scène qui ne peut que désespérer les citoyens de ce qui se passe avec cette loi, c'est, comme vous le savez, l'ensemble des connaisseurs des questions de liberté, l'ensemble des associations, l'ensemble des ONG, jusqu'à la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui rend son rapport demain, l'ensemble dit que cette loi est dangereuse. L'ensemble des acteurs de la société concernée, jusqu'aux opérateurs même du numérique, disent que cette loi est dangereuse. Et nous avons en face de nous un Premier ministre qui dit « Comment est-ce possible que vous nous accusiez ?» qui renvoie à tout le monde, ce que dit la société n'existe pas, ou même pire, c'est pour lui une insulte, il ne peut pas écouter la société. Mais si on veut bien considérer que la démocratie a une fonction d'organisation du débat public, la démocratie délibérative, il faut bien constater aujourd'hui que le Parlement n'est pas un organe délibératif. Pourquoi ? Parce que le Parlement a cessé d'être un organe représentant la société auprès des pouvoirs. Dans les faits, le Parlement est devenu un auxiliaire du pouvoir exécutif. Le pouvoir, aux origines de la démocratie, c'était le pouvoir législatif. Maintenant, le pouvoir central, c'est le pouvoir exécutif, et le Parlement fonctionne comme un auxiliaire. Et donc, il est là pour soutenir ou critiquer, mais il n'est pas là véritablement pour délibérer, ou de façon relativement marginale. Et la solution n'est pas de rêver d'un Parlement idéal. La solution, je pense, est de considérer que c'est d'autres lieux qui doivent être ceux de la délibération publique. Car les parlements, maintenant, sont organisés pour, en quelque sorte, continuer le droit de gouverner, continuer à valider le droit de gouverner qui est donné à un gouvernement. Même quand il y a des députés frondeurs ? Il a des députés frondeurs, mais ces députés frondeurs, ils sont frondeurs sur les bords. C'est-à-dire que quand c'est véritablement décisif, ils ne franchissent pas vraiment le pas. Ou alors franchir le pas, ça veut dire qu'ils passent dans l'opposition, de fait. Donc on voit bien
que l'idée d'un Parlement délibératif, même avec la présence d'un certain nombre de frondeurs, ne fonctionne pas. Et à mon sens, il ne peut pas fonctionner, puisque maintenant, ça n'est plus son rôle. Ça veut bien dire que la délibération doit avoir lieu ailleurs. Et effectivement, elle a lieu un peu tard, parce qu'on la voit maintenant arriver, dans les journaux, des associations, des magistrats, des spécialistes du net prennent la parole, mais cette discussion est en train de se mener de façon bâclée au Parlement en quelques jours actuellement. Et ça, effectivement, c'est dommageable et, disons-le franchement, déplorable. Bien, de toute façon, avant de reprendre le fil de notre conversation, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent le 4 mai, puisque cette loi doit être définitivement votée le 5 mai. Eh bien, le 4 mai, nous serons là, ici, sur Mediapart, et nous vous donnons rendez-vous. Les détails suivront, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui est en train de se passer. Tu avais, Edoui, une autre question, puisque tu as amené ta bibliothèque entière et la quasi-totalité Pas tout à fait, il y en aurait d'autres. des œuvres complètes de Pierre Rosanvallon. C'est vrai que quand on vous écoute, on a envie de vous poser une question. C'est qu'on a l'impression que ce problème des structures de représentation est au cœur du problème. Le Parlement des Invisibles, ne serait-ce que son nom, dit voilà, nous avons besoin de structures pour que les individus arrivent à porter leur voix jusqu'aux politiques. Mais en même temps, les 30 dernières années, si ce n'est pas quasiment les 40 dernières années, affaiblissement constant des syndicats, affaiblissement constant des partis politiques, vous l'avez étudié dans vos livres. Et cette histoire, eh bien voilà, nous en sommes comptables. Est-ce que ces structures qui ont été minées littéralement, qui ont été dévaluées, est-ce qu'elles n'ont pas été remplacées? Et est-ce que ce n'est pas aussi ça la source du problème? On peut parler de mal-représentation, on peut parler de crise de la représentation. Et cette crise de la représentation, elle a deux origines en quelque sorte. C'est que les organes classiques de la représentation, qui étaient les partis et les syndicats notamment, mais aussi tout un monde associatif, sont moins présents, moins forts. Même si c'était la langue de bois, le Parti communiste représentait d'une manière ou d'une autre quand même le monde ouvrier. Il y avait tout un monde populaire qui était quand même représenté par les socialistes. Des partis de droite représentaient les notables locaux ou des mouvements de commerçants et d'artisans. Maintenant, on voit bien qu'il y a eu une désociologisation des partis politiques eux-mêmes, une professionnalisation. À ma connaissance, il n'y a plus qu'un député ouvrier parmi les communistes. Maintenant, ce sont des jeunes professionnels qui sont des attachés parlementaires, qui sortent de Sciences Po, qui ont été permanents de syndicats, qui font de la politique une carrière. Donc, la constitution sociologique même des partis politiques fait qu'ils se sont dévitalisés socialement et qu'ils ne sont plus l'expression de la société. Je dirais pour des raisons fonctionnelles presque. Mais l'autre motif aussi, c'est que la société est devenue plus difficile à représenter. Quand on était ouvrier chez Renault, tout son univers, son monde culturel était bien représenté par le fait de dire « je suis ouvrier chez Renault ». Alors qu'aujourd'hui, chacun est défini toujours par sa condition sociale, par son revenu, son travail, mais chacun est aussi défini par les situations auxquelles il est confronté, par les communautés d'épreuves qu'il vit. On voit bien que très souvent, il peut y avoir une sorte de sentiment de passivité sociale dans des entreprises, mais il suffit qu'il y ait un problème d'emploi pour qu'une communauté d'épreuves se mette en place. Et cela, aujourd'hui, ça n'est représenté que de façon intermittente, dans un mouvement de grève, dans un mouvement de colère, mais pas de façon permanente. Et je me suis rappelé, en tant qu'historien, qu'au XIXe siècle, la question de la représentation n'était pas simplement celle d'organisations qui portaient la parole d'autres personnes, mais de personnes qui prenaient la parole en mettant sur la place publique la réalité de ce qu'ils vivaient. Représenter veut dire, au sens fort du terme, rendre présent pour tous ce que vivent des gens. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, dès la Révolution française, il y avait une sorte souvent de conflit, on peut dire amical, mais de conflit tout de même, entre les élus et les journalistes. Parce que les journalistes disaient, nous, on parle des réalités de la société. Hein, donc, on est aussi des représentants comme vous. Et Marat disait même, je suis beaucoup plus représentant que vous. Et cela a continué au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le mouvement ouvrier naissant, avant même qu'il y ait des organisations, il y a eu des journaux, il y a eu des poètes ouvriers,
il y a eu des personnes qui ont raconté ce qui se vivait dans l'artisan, dans l'écho de la fabrique, dans tout un mouvement, je dirais, littéraire très simple, mais qui correspondait à quelque chose, que ce soit par la gravure, par les chansonniers ou par ces journaux éphémères. Et d'une certaine façon, c'est ce que j'ai voulu faire renaître avec cette initiative de raconter la vie. C'est de dire qu'aujourd'hui, la crise de la représentation, on ne la réglera pas en rêvant d'avoir des partis politiques magnifiques transformés. On la réglera parce qu'on parlera autrement de la société. La crise de la représentation, c'est la société civile qui la réglera. C'est à ceux qui écrivent, c'est aux journalistes, c'est à des associations de se prendre en main en quelque sorte. Ce qui nous a frappé en lançant cette initiative. On a publié une quinzaine de livres, un site internet où il y a à peu près 500 à 600 récits. Mais le phénomène intéressant, c'est que ça donnait envie à beaucoup de gens de faire la même chose. Dans des bibliothèques municipales, dans des associations. Il y a même un syndicat qui a lancé Raconter le travail. La CGT elle-même avait fait 2 grands ensembles dans la vie ouvrière, la nouvelle vie ouvrière, sur Raconter la vie. Et ça n'est pas une initiative qui va grossir comme un gros bœuf, mais je l'espère, une initiative qui va se démultiplier et disséminer. Une question là-dessus avant de repasser la parole à Edoui, parce que l'initiative a été Joseph Confavreux sur Mediapart en a rendu compte. Oui. Et puis il y a eu des critiques. Et ça aussi, on pouvait le lire sur Mediapart. C'était le blog de Christian Salmon, je crois, qui disait en gros, je vais résumer sa pensée, très bien, ça fera un corpus documentaire de plus. Comme les Américains l'ont fait, ça a déjà été fait. On pourra compiler les témoignages, donner la parole, être enseigné, être documenté sur telle profession, telle question sociale, telle situation. Mais ça ne fait en aucun cas un mouvement politique. Je crois que c'est qu'en gros ce que disait Salmon, c'est-à-dire que ça ne peut pas agir justement sur la politique, sur le champ de la politique. Les documents seront là, mais ça restera des documents. Eh bien, il se trompait d'une double façon. Il se trompait d'abord parce que publier des témoignages, et les publier dans des styles très différents, parce qu'il y a des témoignages directs, il y a des écrivains comme Annie Ernaux qui a parlé d'un lieu, il y a eu une jeune romancière, Cécile Coulon, qui a parlé de l'adolescence dans un village, ou Maëlys de Kerangal qui prépare le portrait d'un cuisinier. À côté des témoignages directs, il y a aussi d'autres prises de parole ou d'autres façons de raconter la société, que ce soit des écrivains ou des gens de sciences sociales. Mais ça n'est pas quelque chose d'éclaté, parce que peu à peu vont apparaître des choses que l'on ne ressentait pas dans la société. C'est pour ça que régulièrement, on demande à une personne, des gens très différents, des gens qui écrivent dans le site, des sociologues, Christian Baudelot, un sociologue, l'a fait récemment, c'est de dire que leur apprend sur la société ce que publie notre site. Et effectivement, on voit peu à peu des liens se faire, mais ça n'est pas en 1 an et demi qu'on peut dire nous avons produit une nouvelle sociologie. Ce serait quand même un peu ridicule de prétendre cela. Donc c'est la première chose. On produit de la connaissance qui n'est pas simplement éparpillée, mais qui peu à peu va être une connaissance qui va amener à relire autrement la société, donc produire d'une certaine façon aussi une sociologie, si je puis dire. Et la deuxième chose pour laquelle il se trompe, c'est que la société se connaisse mieux elle-même, ça c'est quelque chose de politique. Parce que qu'est-ce qui produit aujourd'hui les séparatismes sociaux? Qu'est-ce qui produit aujourd'hui le racisme? Qu'est-ce qui produit le fait qu'il y ait on peut dire, ces mouvements généralisés de repli sur elle-même de la société? C'est l'ignorance mutuelle. En écrivant cet essai qui a lancé la collection, j'avais en tête ces mots que disait Michelet en 1848. Il disait pour faire la démocratie, le problème c'est que nous sommes aujourd'hui dans une terrible ignorance les uns des autres. Et je pense que les formes d'incompréhension, de mécompréhension mutuelle, ce sont elles qui produisent la fuite devant l'impôt. Ce sont elles qui produisent les formes de racisme. Ce sont elles qui produisent les formes, on voit bien par rapport à l'islam. Aujourd'hui, ce n'est pas une théorie sur l'islam qui va changer les rapports de la société au monde musulman. C'est le fait de produire des témoignages qui racontent ce que ça veut dire que la mosquée du coin, qui veut dire ce que c'est qu'un itinéraire de personnes. C'est pour ça que nous avons publié
ce livre La Barbe d'Omar Benlala, qui est un témoignage de quelqu'un qui est devenu un des premiers barbus dans les années 90 et qu'actuellement nous allons bientôt publier le portrait d'une jeune malienne qui est musulmane, qui est venue en France et qui s'est radicalisée en venant en France, paradoxalement, et qu'on fait le portrait d'un lieu, d'une petite mosquée dans un quartier à Marseille. Cela, ça fait tomber des préjugés, cela, ça fait tomber des barrières. Alors il faut vraiment être un intellectuel en chambre pour penser que cela n'a pas d'impact politique. Et moi, je suis tout sauf un intellectuel en chambre. Edoui. Nous sommes au cœur de ce que vous venez de dire, de ce qu'est un journal, puisqu'aujourd'hui, on l'est ici, on est un journal participatif où cette relation peut se faire. Alors, par rapport à notre question d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce climat politique dans lequel on est, et en revisitant votre bibliothèque, je suis tombé sur ce qui a été votre première thèse, faite avec Claude Lefort, le capitalisme utopique, critique de l'idéologie économique. Et c'est vrai que ce texte des années 70 a une résonance stupéfiante avec aujourd'hui, puisque sa conclusion, je m'en tiendrai juste là, son titre est simple, c'est « Revenir aux politiques ». Et tout son thème, c'est par rapport à ce mot qui s'est imposé, libéralisme. On pourrait dire incarné par, on a débattu de la loi Macron, un ancien banquier d'affaires devenu ministre de l'économie. Le seul libéralisme dont nous puissions encore nous réclamer reste le libéralisme politique, positif, vous voulez dire politique, celui de l'état de droit et de l'extension des droits de l'homme. Il faut revenir aux politiques, il faut autonomiser et particulariser le champ politique et non pas le dissoudre. Aujourd'hui, nous avons des gouvernants qui se réclament de cette gauche réformiste, qui ne parlent que de taux, que de chiffres, que de résultats statistiques, et qui ne nous parlent que cette novlangue économique et qui ne nous parlent plus politique. Non, hélas, il ne parle plus politique, on le voit bien. Il parle de libéralisme, mais il parle de libéralisme, parfois on les traite de sociolibéraux. Mais je ne vois pas où est le social, véritablement. Peut-être que M. Macron est un garçon très doué, qui était tout à fait à sa place dans un cabinet, probablement, mais comme ministre, je ne le vois pas exprimer une vision générale dont la politique me semble avoir besoin. Alors peut-être ce qu'il faut considérer, ce qui est en tout cas moi l'analyse que je ferai, c'est que ce serait une très grave erreur de penser que cette espèce d'abandon du politique, disons, qui est certainement la grande question aujourd'hui. Mais voyons, derrière l'abandon du politique, c'est qu'il y avait autour du marché cette vision d'un espèce de gouvernement automatique des sociétés, d'un aplanissement des conflits, que, grosso modo, il y avait l'harmonie naturelle des intérêts. La main invisible du marché. La main invisible. Il y avait, au XVIIIe siècle, le culte, on voyait que la solution du monde moderne, c'était de sortir de la politique pour aller vers un gouvernement de l'impersonnalité. Impersonnalité de la loi et impersonnalité du marché. C'était l'impersonnalité était la grande idée. C'est pour ça que pendant la Révolution française, on rêvait de pouvoir, on voulait du pouvoir collégial, mais surtout pas de pouvoir individualisé. Même après la chute du roi, quand quelqu'un avait proposé de mettre en place un président de la France, en août 1792, ça avait été un tollé général au sein de la Convention. Mais revenons à cette question de la gauche réformiste. La grande erreur d'analyse, me semble-t-il, ou la façon à courte vue de la voir, serait de dire, c'est simple, il y avait un projet de la gauche réformatrice qui aurait été, disons pour simplifier, le discours du Bourget. Et ce discours du Bourget, mon adversaire, c'est la finance, etc. Voilà. Et ce discours du Bourget a été oublié, et donc nous sommes dans la panade. Et de faire comme s'il y avait ceux qui défendaient le retour au discours du Bourget, qui feraient revenir dans le droit chemin, sans problème, le socialisme réformiste, et ceux qui auraient abandonné cela. Je crois qu'on peut dire deux choses sur cette appréciation, qui est grosso modo l'appréciation communément entendue aujourd'hui. La première chose, c'est que le discours du Bourget s'est inscrit dans ce qui, hélas, gouverne la politique contemporaine, c'est-à-dire l'escalade des promesses au moment électoral. Et que la politique est en quelque sorte minée, mais minée de façon dramatique, par cette espèce d'écart grandissant entre le langage des promesses et le langage de l'action gouvernementale. Et on en voit aujourd'hui, hélas, en Grèce aussi, les effets. Il faut regarder beaucoup plus loin.
si moi je devais faire l'analyse des conditions dans lesquelles il y a effectivement une sorte d'effondrement, je dirais d'effacement même, de l'idée réformatrice, on peut dire de l'idée de gauche réformatrice. Je crois qu'il faut faire une histoire qui remonte beaucoup plus loin. Je dirais qu'il faut faire une histoire qui remonte même à 1983. Je pense le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur. Je pense que les années 70 ont tout de même été les années d'opposition entre une nouvelle gauche réformatrice autour des idées de société civile, d'expérimentation, d'autogestion, ce qu'on a appelé la deuxième gauche, dont la CFDT était le volant social syndical, le PSU, puis Michel Rocard en général, l'expression politique. Et puis, de l'autre côté, une gauche du programme commun, une gauche des nationalisations, une gauche de l'État, etc. Et progressivement, les années 70 ont montré que l'avenir était tout de même derrière cette gauche de type rocardienne. Mais cette gauche, et c'est son grand problème, elle a fini par se confondre, ou en quelque sorte se replier sur ce qui faisait partie de son programme et qui était très important, le réalisme économique, parce que je crois qu'il faut de la lucidité économique. Mais cette lucidité économique, elle était tout de même articulée avec une vision beaucoup plus large, une vision de donner des pouvoirs à la société, une vision de reformation de la société, ce qui est la vraie définition de la réforme. Et cela, peu à peu, ça s'est épuisé. Et le tournant de 83, c'est le moment où ça s'est joué. C'est le moment où ça s'est joué, et au fond, l'ambition était de dire, eh bien, on a réussi à en finir, en quelque sorte, avec la gauche étatique utopique, et donc ça, c'est quelque chose de très bien, mais à ce moment-là, la nouvelle gauche n'a pas assez compris, ça j'en ai pris la mesure progressivement, je n'aurais pas dit ça en 1984, évidemment. Elle a pris la mesure progressivement qu'au fond, elle n'avait plus beaucoup de bagages dans la soute. Et qu'elle avait eu des idéaux, mais que ça ne pouvait plus être producteur d'institutions. Et qu'au fond, c'était des idées très générales. L'incantation à la société civile, si je prends l'ouvrage que j'ai publié avec Patrick Vivray pour une nouvelle culture politique, qui était en quelque sorte un moment, un peu, pourrait-on dire, la Bible ou le catéchisme, je ne sais pas comment dire, de la deuxième gauche, c'était surtout quelque chose de critique négatif. Nous étions la gauche antitotalitaire, nous étions la gauche anti-étatique, la gauche de l'expérimentation, la gauche de la société civile, mais nous avions en quelque sorte une pensée critique, mais pas assez une pensée positive. Et alors, ça, j'en ai pris progressivement, d'un certain point de vue, conscience. Alors, permettez-moi une autre question rétrospective, parce que pour préparer cette rencontre, je me suis dit, et en 95 comment s'est-il situé? En 95, avec la direction de la CFDT, vous n'étiez plus membre de la CFDT, mais on se souvient que la direction de la CFDT, ce qui a créé d'ailleurs pas mal de tensions avec sa base, ou une partie de sa base, ou une bonne partie de ses adhérents, on en parlera peut-être tout à l'heure avec M. Martin, mais en tout cas en 1995, vous avez pris le parti de dire non, ce plan de la sécurité sociale, moi je l'approuve, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous revenez là-dessus, comme vous dites, je n'aurais certainement pas dit ça en 83-84 ? Je pense qu'en 1995, il faut bien faire la distinction entre deux choses. En 1995, il y a le débat sur le plan Juppé de sécurité sociale, il y a ensuite le mouvement social de grève générale. Ces deux choses différentes. Là, je faisais référence, vous vous exprimiez sur le plan Juppé. Exactement. Et là, je pense, si je m'étais exprimé sur le plan Juppé avec un certain nombre d'autres intellectuels, il y avait des gens comme Touraine, Robert Castel lui-même s'était exprimé. Donc, il n'y avait pas que... Le penseur de l'inégalité sociale. Il n'y avait pas que des gens de la deuxième gauche et des gens proches de la CFDT, parce que c'était parti aussi pour une défense de Nicole Notat à un moment où elle était spécialement harcelée personnellement. Bon, il y avait cette dimension-là. Je pense que dire qu'il n'y avait pas de problème à la sécurité sociale, ce n'était pas pour moi la bonne réponse. Et s'il y avait à resigner aujourd'hui le texte de 1995, je le resignerais. Mais en disant immédiatement qu'il n'est pas honnête de confondre le débat sur ce thème avec
la question du mouvement social qui a suivi. Même si on peut discuter le fait que ce mouvement social, et comme beaucoup de mouvements sociaux depuis, les mouvements sociaux qui ont marché sont des mouvements sociaux de conservation, sont des mouvements sociaux de défense des acquis, mais beaucoup moins des mouvements sociaux de conquête de nouveaux droits ou d'invention de nouvelles formes sociales. Mais je vous posais la question, pardon, pour terminer sur 95, on y reviendra, je ne sais pas, mais parce que ça a été considéré, on le sait tous, comme un moment de grand affrontement à gauche, entre ceux justement qui disaient, voilà, l'irréalisme revient, ce plan de sécurité sociale, il est plutôt raisonnable, hein, je simplifie votre pensée, et ceux qui disaient au contraire, c'est le retour du peuple, c'est le retour des luttes, c'est le retour des revendications, on a même dit, c'est enfin le retour de la politique ou du politique et de l'histoire que justement on avait peut-être trop enterré. Et il y a eu là un divorce intellectuel entre tous les gens que vous avez cités et qui effectivement ne faisaient pas que partie de la CFDT, et puis de quelqu'un comme Pierre Bourdieu, par exemple, qui lui s'est plus identifié au mouvement. Bon, c'est sûr, l'histoire pourra trancher, mais il est vrai qu'il y a eu un mouvement social très puissant, mais c'est un mouvement social qui a plus exprimé un refus, un désarroi, une attente, que défini, je dirais, des principes qui, historiquement, allaient reconstruire la gauche. La preuve, c'est qu'à partir de là, le mouvement social, c'est un peu son champ du signe, d'une certaine façon. Il y a eu une grève historique exceptionnelle par son ampleur, un mouvement social qui, après 68, a été un des plus exceptionnels, et en même temps qui n'a pas nourri, des nouvelles avancées sociales. Ce qui était tout de même caractéristique de l'après 68, c'est qu'il y avait des mouvements comme l'IP, il y avait des mouvements d'innovation, des mouvements qui relançaient le mouvement ouvrier sur de nouveaux terrains, ce qui a moins été le cas à ce moment-là. Du côté de l'autogestion, par exemple. Par exemple, oui. Alors, avant de passer à l'autre partie et de continuer sur le présent, puisqu'on en est au moment rétrospectif, on nous ferait reproche si on ne revisitait pas cet épisode. À un moment, vous disiez, par rapport au tournant de la rigueur de 83, je n'aurais pas dit ça en 84. Or, chacun sait, au point de ceux qui ne vous lisent pas dans le détail, on vous ramène uniquement à cet épisode, qu'en 82, vous participez avec François Furet à la création de la Fondation Saint-Simon, qui va s'auto-dissoudre le 31 décembre 99, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas de date, laquelle Fondation Saint-Simon est, dans toute cette période-là, associée d'une part à un univers où des intellectuels issus du mouvement syndical. Je rappelle, on n'a pas dit que vous avez été permanent de la CFDT pendant 7 ans, hein, tout en faisant le début de vos recherches. Donc un intellectuel issu du mouvement syndical est dans un club où, au fond, il y a des banquiers, il y a des financiers, il y a des industriels, loin du mouvement social dont il est issu. Ça, c'est l'aspect un peu de brassage comme ça, ou de mélange des genres pour certains, ou d'égarement pour d'autres, peu importe. Et puis, il y a l'aspect sur le fond. Et sur le fond, c'est identifié, et surtout à travers la personne de Furet, à une pensée qui a le passé d'une illusion, qui a congédié l'espérance, qui a dit on est condamné à vivre dans le monde que nous vivons. Et j'ai du coup rapporté là, vous aviez fait ce texte, d'ailleurs en le relisant c'est ambigu parce que vous êtes à 3, il y a un titre, La République du Centre, il y a Jacques Julliard, François Furet et vous, mais vous, votre contribution, elle a une forme d'autonomie là-dedans puisque vous continuez dans votre sillon, malaise dans la représentation. C'est-à-dire que le titre tire d'un côté, La République du Centre, la France se banalise, la France devient comme tout le monde et c'est une bonne chose, et vous êtes plutôt sur votre angle. Est-ce qu'il y a cet épisode? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Je ne vais pas m'expliquer complètement en quelques minutes, mais je consacrerai prochainement un cours à l'histoire intellectuelle de ces années. Donc, j'y reviendrai très longtemps. Je rappelle que les cours du Collège de France, on peut les voir en vidéo aussi. Donc, vous pouvez, grâce au numérique, vous n'avez pas besoin d'aller au Collège de France. Exactement. Et je peux dire deux choses. D'abord qu'effectivement, la Fondation Saint-Simon a représenté en quelque sorte le versant du réformisme traditionnel, disons, le versant du réformisme traditionnel. Mais quand je dis réformisme traditionnel, c'est-à-dire le réformisme des hauts fonctionnaires à la Simon Nora et la Bloch-Lenné.
il n'y a jamais eu dans la Fondation Saint-Simon d'industriel ou de banquier qui soit comme Pinault, qui soit comme Arnaud, qui soit comme Bolloré, comme Messier. Aucune de ces personnes qui ont été les grands maîtres de la libéralisation du monde financier n'a été présent dans la Fondation Saint-Simon. Les banquiers ou les industriels dans la Fondation Saint-Simon, c'est Michel Albert qui a écrit Capitalisme contre capitalisme et qui défendait le capitalisme rénant contre le capitalisme financier. C'était Père Levade qui a écrit un livre, Le capitalisme absolu, et qui était critique de ça. C'était Robert Lion, qui était patron de la Caisse des dépôts et qui a été président de Greenpeace France. C'était Thomas, le patron de la BNP de l'époque, qui était un mitterrandiste. C'était Roger Fauroux, qui était quand même un patron assez atypique. Donc on était plus près du colbertisme que de la loi voilà, du marché. Ou c'était Jean-Louis Beffat, qui a écrit un livre important avec Boyer, qui est un ami d'Aglietta, qui était le champion de la régulation, qui est un grand colbertiste. Donc je crois on peut critiquer la Fondation Saint-Simon d'avoir été un espace de réformisme, au fond, qui s'est assoupi dans les années 80, mais ça n'a pas été le milieu social et le milieu idéologique de ce qui a fait le néolibéralisme des années 1990. À l'exception peut-être d'une personne qui Louis Plenel connaît mieux que moi, puisque cette personne a été son allié, c'est Alain Minc. Oui, oui. Bon, il est certain que moi... Je ne vais pas à mon tour m'expliquer là-dessus, parce que... D'accord. Mais il est certain que pour moi, de toute façon... C'est le symbole, lui, c'est le symbole. Pour moi, l'expérience de la Fondation Saint-Simon était finie, ou devait finir, dès 1995, quand Alain Minc est devenu, en quelque sorte, l'homme de main de Balladur, et que lui, effectivement, il s'est retourné vers ce capitalisme qui n'avait pas eu sa place avant. Et bon, les choses, après, se sont passées dans une espèce de séparation entre un peu la vie intellectuelle de cet espace où j'ai quand même publié pour la première fois Piketty, où j'ai publié tout un ensemble de gens, et voilà. Donc voilà ce que je peux dire, mais que ce livre-là, pour une nouvelle République sociale, j'ai regardé la liste des auteurs et en effet, j'ai trouvé Thomas Piketty, voilà. CNRS. Voilà. J'ai le premier à publier le jeune Piketty. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a eu en quelque sorte, dans les années 90, rétrospectivement, et même à ce moment-là, je les ai vécues, je dirais, comme des années un petit peu où on sentait qu'il y avait un vide qui s'était fait. Des années d'évidement, où les choses ne tournaient plus, et c'est pour cela que, en fait, ces années-là ont été les années de mon plus grand investissement intellectuel. Retrait, vous voulez Retrait, c'est le moment où j'ai préparé et publié ma trilogie Le Sacre du citoyen, Le peuple introuvable et La démocratie inachevée. Et j'ai publié beaucoup d'autres livres à ce moment-là. C'était en quelque sorte, j'ai eu le sentiment qu'il fallait faire retraite intellectuelle, qu'il fallait en fait revenir à l'histoire pour au fond reconstruire un peu les choses. Je dirais que c'est seulement depuis peu que j'ai le sentiment que je me retrouve à nouveau, comme je l'étais dans les années 70, dans une période où je me sens à nouveau capable de produire à nouveau des choses sur le monde contemporain qui peuvent donner des idées pour l'avenir. Vous verrez dans le livre que je publie en septembre, qui sera le 4e volume de ma tétralogie sur les mutations de la démocratie contemporaine, que c'est très marqué. Alors, on est au cœur de la promesse que vous faisiez dans la leçon inaugurale quand vous êtes rentré au Collège de France, qui faisait là, où vous citiez cette phrase d'Edgar Quinet en disant « Je me retrouve d'ailleurs très bien dans une des formules célèbres de l'auteur de la Révolution. La démocratie française a perdu ses bagages. » Donc celui qui dit ça, c'est celui qui sort de cette aventure dont vous venez de nous dire quel en était le symbole de sa dérive, Alain Minc, en me le renvoyant, mais d'une certaine manière, nous avons chacun fait nos ruptures. La démocratie française a perdu ses bagages, il faut qu'elle se refasse tout son bagage d'idées. Exactement. On va continuer avec nos On va continuer invités. Tout de suite avec Édouard Martin qui va venir nous rejoindre. On va repasser quelque chose en fait. C'était ses vœux à Mediapart, c'était ses vœux vidéo pour